Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir. Comme chaque année, maintenant c'est presque une tradition sur la chaîne YouTube puisque je vous fais tous les ans une vidéo sur tout savoir pour Roland Garros. Et cette année donc le Roland Garros de 2024, un Roland Garros qui est particulièrement indécis. Alors pas parce que on a des difficultés à se projeter, c'est plutôt que il y a beaucoup de candidats qui auraient pu être des évidences pour la victoire, mais qui n'ont pas surperformé pendant cette période. Il y a des joueurs qui viennent en n'ayant pas forcément la confiance nécessaire pour peut-être être des vrais gens évidents que vous placeriez immédiatement en disant c'est lui qui va gagner. Il y a des blessures. Bref, beaucoup de choses où en fait ça va rendre ce tournoi extrêmement difficile à pronostiquer. Donc ça, sachez-le. Parce que la saison sur terre battue a fait sortir des gagnants par exemple assez différents d'ordinaire. Alors bon, on est quand même, je trouve, plutôt retombé un petit peu sur ses pattes quand même. Mais c'est pas non plus si évident que ça. La saison sur terre a été particulière. Alors, évidemment, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse en commentaire me faire vos pronostics tout simplement pour ce Roland Garros. Alors on va commencer tout de suite avec le premier, l'homme de retour tout simplement pour ce Roland Garros. C'est Rafael Nadal. Alors il est déjà de retour depuis le début de cette année 2024. J'ai vu tous les matchs de Rafael Nadal depuis qu'il a repris. Donc il a fait un début de saison où on ne comprend pas tellement parce que il fait un tournoi juste avant l'Open d'Australie pour ne pas y aller finalement parce que blessure, parce que bon. Mais il retourne s'entraîner, on a plutôt des bons retours, voilà. Et au final, on se dit, bon, il va peut-être faire la tournée américaine, bizarrement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Au final, il participe à un match pour Netflix avec Carlos Alcaraz. Et puis derrière, et au final, il fait pas les tournois américains. Et puis derrière, il démarre la saison sur terre battue à peu près normalement. Donc jusque là, c'était un petit peu une saison bizarre, en tout cas un début de saison où juste, voilà. Et arrive donc cette renaissance, entre guillemets, je vais utiliser des pincettes, mais cette renaissance sur terre battue où c'est clairement l'endroit où il doit s'exprimer en sachant qu'il y a Roland Garros et il y a les JO qui arrivent juste derrière. Alors, on pouvait s'attendre peut-être à une sorte de montée en puissance et au final on a eu un peu ça et en même temps on a eu des rechutes et des graves rechutes avec, tout le monde en a parlé beaucoup, moi j'ai vu ce match et ça a été terrible contre Hurkacz qui lui a mis, il faut le dire, une raclée, vraiment c'était une catastrophe. Nadal ne fait plus mal avec son coup droit, Nadal ne fait pas mal avec son service. Nadal joue sur le revers de son adversaire qui est un point fort d'Hurkacz. Bref, c'était très difficile. Alors il a toujours cette main et il est toujours capable de faire des hot shots, ça c'est très bien. Mais malgré tout, là il a pris il a payé pour voir comme on dit. Et on a vu à quel point il était encore loin, mais très loin. À une époque, on se souvient, quand Rafael Nadal se trouvait très bien positionné sur le court et qu'il vous lâchait un coup droit, la personne en face, elle pleurait des larmes de sang. Elle n'avait même pas le temps de pleurer des larmes de sang d'ailleurs, parce que le coup était déjà parti, qu'elle était chez la voisine et que le mec, il n'avait pas eu le temps de réagir. Là, aujourd'hui, il joue quasiment mi-court, donc il n'y a pas de longueur dans sa balle. Donc évidemment, les autres peuvent la relancer et il la relance un coup de plus et Nadal est obligé de relancer un coup de plus. Il va moins vite, alors c'était déjà le cas il y a 2 ans et ça ne l'a pas empêché de gagner, donc ça c'est pas forcément ultra inquiétant, parce que ça dépend comment il manage ses déplacements. Sauf que là, très clairement, c'est Roland Garros, 3-7 gagnants, c'est voilà. Et la saison, on l'a dit, il y a eu des points positifs, par exemple des matchs qui ont été assez solides, des bonnes choses, vraiment il y a tout, il y avait à boire et à manger, pas forcément contre les tops du circuit, mais par exemple un truc qui a été plutôt marrant entre guillemets, c'est qu'il a chopé 2 fois au tirage demi-nord. Et une fois il n'a pas réussi, la deuxième fois il a réussi. Donc on a vu une évolution, on a vu un step-up, on a vu une première fois ça n'a pas passé, la deuxième fois c'est passé. Bon. Maintenant, qu'est-ce que... vous l'avez, parce que tout le monde en a parlé, donc dans son tournoi et dans les possibilités qui ont été proposées évidemment, eh bien il avait un tirage au sort. Le tirage au sort, alors ça a fait beaucoup parler d'ailleurs, il y a des gens qui disaient il aurait fallu que Nadal ait un classement peut-être protégé ou une tête de série, etc. Moi je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée, ça aurait de plus
donner pas de valeur au classement ATP. Donc voilà, à un moment donné, les règles sont les règles, même pour Rafael Nadal. Et donc le tirage a été fait normalement. Moi je le regrette pas parce que j'estime que, je suis même pas sûr, Nadal ne l'a pas demandé, il s'est jamais exprimé sur ce sujet nullement. C'est plutôt les réseaux et internet, parce qu'on a dit, c'est vrai que s'il tombe premier tour contre Novak Djokovic, c'est un petit peu malheureux quand même pour le tournoi. Bon il n'est pas tombé contre Novak, il est tombé contre Zverev. Alors, j'ai pas vérifié, mais j'ai vu sur Twitter, à ce qui paraît, il avait 3,4% ou 4% de chance, un truc comme ça, de tomber sur une tête de série numéro 4. Alors je sais, vous allez me dire, mais non, il suffit juste de prendre le calcul, prendre toutes les têtes de série et puis machin. Oui, mais sauf qu'en fait, il y a déjà des têtes de série qui sont pré-rentrées, donc en fait, il faut en tenir compte dans le calcul, etc. Bon bref, je laisserai les mathématiciens s'exprimer, s'il y en a qui veulent faire des calculs, amusez-vous. C'est pour dire que vraiment, c'est la guigne. Alors c'est la guigne, c'est une question de perspective, parce que, clairement, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tu chopes quelqu'un, peu importe qui c'était. Je pense que Nadal, c'était le mauvais tirage pour tout le monde. C'est-à-dire que Nadal était une sorte d'épouvantail, je pense, pour un premier tour, pour n'importe quel joueur. Même un Novak Djokovic, je pense qu'il n'avait pas envie de tirer Nadal. Un Carlos Alcaraz, il l'a dit très vite en conférence de presse, il n'a pas envie de tirer Nadal, tu m'étonnes Jean-Pierre. Personne n'a envie de tirer Rafael Nadal. Et c'est Zverev qui le tire. Et là, je vais vous le dire tout de suite, parce que vous le savez, vous avez suivi peut-être pour certains les vidéos que j'ai fait sur Roland Garros sur cette chaîne. Je suis un immense fan de Rafael Nadal. J'estime que Rafael Nadal est mon sportif préféré, tout sport confondu. Je l'ai déjà répété toutes les années. Et chaque année où on peut voir ce sportif en action, c'est un bonheur. Il faut en profiter, il faut vraiment en profiter parce qu'on n'en aura plus beaucoup. C'est un joueur qui, pour moi, représente tout ce qu'on peut aimer dans le sport. C'est le dépassement, c'est des valeurs que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très très fan de cette personne, même en tant que sportif, au-delà même des accomplissements, de la même des tirs, etc. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'on peut et qu'on... D'ailleurs, on le voit, le public est à fond. Alors oui, on est en France et forcément il a gagné beaucoup Roland, mais le public est déjà à fond sur des entraînements. Il y a déjà du public qui vient en masse pour venir voir Rafa s'entraîner. Voilà, c'est une icône de son sport qui est au-delà même du tennis, qui est vraiment une icône de... C'est exceptionnel. En plus, alors ça je l'ai marqué sur Twitter, mais on a raté Federer. Alors, Federer il est parti, on n'a pas pu potentiellement lui dire au revoir, etc. Nadal, on a peut-être une chance de ne pas le rater. Parce que Nadal, il va peut-être pouvoir choisir sa sortie à peu près comme il veut, on va voir, parce qu'il a une communication un peu bizarre, il dit peut-être que c'était son dernier Madrid, son dernier machin, etc. Pour au final, c'est peut-être pas son dernier Roland, enfin il sait pas trop, mais il sait pas trop, tu m'étonnes, il avance un peu à l'aveugle, il avance surtout par rapport à son corps. Son corps s'il relâche une fois, il va pas se refaire opérer, il va pas se repasser, etc. C'est fini, c'est terminé. Donc peut-être qu'il aura pas le choix finalement, mais il ferme aucune porte, en fait, il continue, et puis voilà. Mais ce que je voulais vous dire, parce que là justement j'en ai parlé jusqu'à maintenant, c'est que Rafael Nadal, cette partie sur terre battue, elle a eu des hauts, elle a eu des bas, elle a eu des sacrés bas, elle a eu des hauts, ok. Pas des hauts extraordinaires non plus, hein. Pas des hauts extraordinaires. Mais un élément important, et que Rafa a répété dans certaines interviews, il est redevenu un joueur de tennis. Et ça, c'est une importance capitale. Il est redevenu un joueur de tennis. Voilà, il est redevenu un joueur de tennis professionnel. Il est, par exemple, des choses qui sont des points positifs. Je vous ai dit tout ce qui n'allait pas. Hein. Les placements, le service qui ne va pas, les coups droits qui fait pas mal. Bon. Et par contre, ce qui va, et ce qui est rassurant, d'une certaine manière pour moi, c'est que je l'ai vu faire, notamment contre Hurkacz d'ailleurs, où il prend une raclée. Hein, il prend une raclée. Mais pour ceux qui ont vu le match, le premier point de Hurkacz, Nadal, waouh, on était comme des dingues. C'était hyper accroché, c'était hyper dingue. Nadal se procure des balles de break, c'est une folie. Hein. Ce point-là, il méritait rien que pour ça d'aller voir ce truc-là, c'était une folie. Et il n'a pas pêché physiquement. Il a pêché pour d'autres raisons, comme je le dis, son coup droit fait pas mal, etc. etc. Mais il n'a pas pêché physiquement. Il n'a pas baissé physiquement, il n'a pas eu... Non, c'est pas le physique qui n'a pas marché, c'est juste qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Il joue encore trop loin, il est pas précis, enfin, des problèmes d'un joueur de tennis qui n'a pas joué assez, tout simplement. Il a intensifié les entraînements, on a vu, etc. Et pour ceux qui ont vu ces entraînements, c'est vrai que ça a l'air d'y aller. Donc, le point qui peut rassurer, c'est de se dire que 3-7 gagnants, on pouvait se dire, il va être bouilli, il les fera pas. Moi, je vous dis qu'il va les faire. Ça, il va les faire. Et 3-7 gagnants, si Zverev, il pense que ça va être un truc de santé, il se ment en lui-même. Il se ment en lui-même. De toute façon, il va pas se dire ça. Hein. Mais
ça va y aller. Je vois pas Nadal se dire non. En plus, Nadal, c'est une personne qui, je veux dire, moi je l'aurais jamais vu gagner contre Daniil Medvedev à l'Open d'Australie en 5-7. J'en avais fait une vidéo à l'époque, mais c'était lunaire tellement le match était incroyable. T'as l'impression qu'il revenait, mais je ne sais où. Il y a un deuxième set, il ne doit jamais le perdre, il gagne pas. Tu te dis, mais il va aller où avec ça? Et au final, il remporte. Enfin, c'était absolument incroyable. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Mais, voilà, maintenant, Voilà. Est-ce que j'y crois? Juste à ce premier tour, hein. Je parle même pas de la suite. Est-ce que j'y crois à ce premier tour? Parce que ce premier tour, déjà, juste un truc. Si Nadal bat Zverev, ça veut dire qu'il se retrouve avec un tableau d'un tête de série numéro 4. Ce qui veut dire qu'il se deviendrait tête de série. Par définition, il devient tête de série. Tête de série numéro 4 en plus. Hein. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire parce que je peux vous dire que derrière, si vous regardez, après, normalement, il y aurait un potentiel peut-être David Goffin. Pas des foudres de guerre. Ensuite, il y aura un Grispour ou un McDonald. C'est pas des foudres de guerre non plus. Peut-être, alors là, c'est plus chiant. Un Rune ou un Kachanov, c'est peut-être un poil plus chiant. Mais bon, je veux dire, il en est capable. Enfin, je veux dire, si tu bats Zverev, pour moi, tu es capable de sortir Rune. Je suis désolé, mais je pense que tu en es capable. Et puis après, derrière, à voir ce qui va sortir. Mais parce que c'est peut-être loin de se projeter jusqu'à là. Mais Nadal peut s'en sortir potentiellement. Enfin, en tout cas, c'est pas si interdit. Ou en tout cas, il peut. Enfin, voilà, il y a des noms qui vont sortir comme ça. Mais il va avoir un tableau d'un numéro 4 mondial. Et une tête de série numéro 4 en tout cas. Sauf que, moi, je suis au bout de ma vie. Hein. Il a tiré Zverev. Hein. Alors Zverev, il a plein de problèmes en ce moment, des problèmes perso, etc. Mais Zverev vient de remporter un tournoi juste avant, donc il est en pleine bourre. Alors oui, c'est un tournoi assez particulier parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de trucs, on sait pas trop, etc. Et au final, on finit avec une finale un peu étonnante, certes, mais il l'a quand même gagné. Et puis deuxième remarque, c'est qu'en fait, Zverev, il joue comme Hurkacz. Il a un très très fort service. Il n'y aura pas de pain gratuit, Nadal. Il n'aura aucun point gratuit. T'affrontes Medvedev, t'affrontes Tsitsipas, t'affrontes Rune, t'affrontes Ruud, t'affrontes qui tu veux. Globalement, il y a des gens, ils s'offrent pas beaucoup de points gratuits. Ils sont obligés d'aller au turbin et d'aller gagner. Ça sera pas le cas là. Zverev, c'est peut-être le meilleur serveur du circuit avec Hurkacz. Et puis après, il va y avoir Djoko. Et ça, déjà, pour moi, c'est cuit. Cet élément-là, c'est cuit. 2, comme je vous l'ai dit, il a de la confiance. Il joue bien sur ta battue, Zverev. Et puis, je me souviens de son dernier match, hein, le match entre Zverev et Nadal. Alors, Nadal était en train de le tenir, mais c'était un autre Nadal, mais il était en train de le tenir. Et il va se blesser, etc. Ok. Sauf que Zverev, là, il va pas se blesser la cheville une deuxième fois, hein. On va pas te faire le coup. Hein. Et pour ceux qui se souviennent, ça termine avec des tie-breaks d'un autre monde. Ça termine avec des points où, en fait, vraiment, Nadal ne prend pas le service. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et déjà qu'il n'y arrivait pas, à ce moment-là, où il a réussi à mettre une peignée à Djokovic, là, ça va pas le faire. Donc, je ne pense pas que ça va se produire. Je miserai moi sur un tie-break dans le match. C'est-à-dire, il va y avoir un tie-break, probablement au premier set. Un truc hyper accroché et tout, un set d'une heure et tout, tu vas faire. On va avoir des émotions. Zverev va s'imposer. Et puis après, Nadal va continuer, évidemment, etc. pour le public, parce que il peut pas partir comme ça, il va continuer, il va pousser, etc. Le public va pousser. Il va pousser pour Nadal, hein, il va pas pousser pour Zverev. Hein. On va pousser, mais ça suffira pas et Nadal rentrera chez lui. Ça me fait chier, je suis un immense fan de Nadal, mais il faut le reconnaître. Je suis obligé de commencer par ça parce que si je parlais pas de Nadal au tout début, évidemment, surtout que là on est en début de tournoi, on va en parler beaucoup et après on va pouvoir en parler beaucoup plus. Maintenant on va rentrer sur les autres joueurs du tournoi. Alors commençons par dans les autres gros cadors, c'est Novak Djokovic. Alors Novak Djokovic, l'image qui a beaucoup tourné, hein, évidemment c'est la bouteille qui est tombée sur la tête, etc. Mais je pense que c'est pas ça dont on devrait parler. C'est qu'on devrait parler que Novak Djokovic, numéro 1 mondial, record de semaine numéro 1 mondial, il est toujours numéro 1 mondial au moment où on se parle. Actuellement, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais vraiment, c'est peut-être du jamais vu. Alors, la dernière fois qu'on l'avait vu aussi mauvais, parce qu'il faut dire vraiment, il est mauvais. Hein. Oh, c'est médiocre, mais c'est une catastrophe. C'était quand il avait eu son problème au coude. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années, où il était complètement à la rue. Alors, il y a des gens, peut-être d'ailleurs, j'ai vu un peu sur Twitter, qui commencent à dire est-ce qu'il est pas malade? Alors c'est sûr, ça veut dire qu'on commence à lui trouver des excuses en se disant un machin, mais c'est tellement étrange, de voir Djokovic à ce niveau que ça paraît lunaire. Alors, bon, premier tour, il va tomber contre Pierre-Hugues Herbert. Pauvre français, le pauvre. Il va se faire découper. Après, derrière,
Constant Lestienne très probablement, ou Carbalès peut-être, j'en sais rien. Encore un Français, il va le désosser. Ensuite, ça pourrait être Musetti, qui est pas... c'est pas la folie, hein, c'est vraiment une catastrophe. Ou mon fils, on sait pas, il peut sortir, on sait rien, on verra bien. Mettons que ça sort. Troisième Français, ou alors Musetti, massacre. Donc déjà, il va aller loin. Et puis là, il y aurait Tommy Paul, à ce moment-là. Bon, ok. Puis après, t'enchaînes. Et bah ça sera qui après ouais, Taylor Fritz après. Ce serait Taylor Fritz, pareil. Normalement, un Djokovic dévore Taylor Fritz. Alors moi je l'aime bien Taylor Fritz, mais il le dévore normalement. Il a toutes les qualités. Et donc là, Djokovic, il a franchement une partie de tableau que je trouve extrêmement facile. Alors c'est normal, il est numéro 1 mondial, donc il l'a mérité, c'est normal. Mais il n'y a pas de traitement de faveur, c'est juste pour vous expliquer que là, franchement, il n'y a pas photo. Djokovic doit pouvoir le faire. Alors est-ce que Djokovic va gagner? Va gagner. Je vous ai dit, je ne suis pas resté sur Nadal pour vous faire un pronostic. Je vous ai pas mis dans mon pronostic pour la victoire parce que je vous ai fait mon parcours. Mais Novak Djokovic, est-ce que je le vois gagner? Je pense que la bête blessée Novak Djokovic, c'est encore plus dangereux que tout le reste. Ah là là. Il nous a fait un Open d'Australie pitoyable. Enfin pitoyable. Il va quand même loin, hein. On se dirait comme ça. Mais franchement, il jouait pas bien. Hein. Alors, il avait quelques bons matchs. Il jouait pas très bien. Et puis il prend une peignée contre Sinner, mais vraiment, j'ai presque du jamais vu. Puis après, il nous fait une saison sur terre battue, alors là, qui est quand même un de ses points forts. Hein. Terre battue, c'est un de ses points forts. Et ça passe pas, quoi. Il n'y a rien qui passe. Alors en plus, il s'est séparé de tout son entourage. Goran, etc. Il est en train de complètement révolutionner. Il a besoin peut-être de... Il a trop gagné, Novak. Il a besoin de repartir de l'avant, peut-être d'avoir du sang neuf, etc. Parce que... Qu'est-ce qu'il a faim? C'est une vraie question parce que c'est un joueur, il faut le savoir, ses performances sont vachement augmentées par le fait déjà qu'il était habité par tous les records et il les a tous, ça y est. Record de numéro 1, record de Grand Chelem, il n'a pas encore celui de record de tournoi mais ça va venir. Le record des semaines de numéro 1, les records de tournoi, les records de Master 1000, les records de machin, il les a tous gagnés une fois, il les a même tous gagnés 2 fois. Enfin bref, les statistiques de Nadal, de Djokovic, excusez-moi, lapsus révélateur, sont absolument extraordinaires et on ne peut qu'être admiratif de ce joueur, malgré que je suis fan de Nadal, et pour autant on peut être qu'admiratif de telles statistiques de malade. Et là, c'est pas possible qu'il ait perdu autant. Je veux dire, j'ai vu son match il y a moins d'un an, finale de Wimbledon contre Alcaraz, c'était costaud quand même s'il perd, hein. Mais c'était costaud, hein. 5e set et tout, ceux qui l'ont vu, c'était incroyable. On peut pas être passé en D2 sénégalais, c'est pas possible. Alors, je dirais contre le Sénégal, c'est juste une expression, c'est pour vous dire qu'il peut pas être passé de meilleur joueur du monde, alors qu'on mettrait en Ligue des Champions, ou d'un coup, je sais pas moi, en Ligue 2 BKT, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Il peut pas être... Alors donc, on cherche des raisons. Alors, il n'y a pas de blessure vraiment identifiée, mais parce que il n'a pas vraiment parlé de blessure, on voit des sauts de concentration, on voit... Enfin, mais on peut pas vraiment l'expliquer. Alors, est-ce que ça va être sa renaissance à Roland-Garros? J'ai envie de dire, il a le tableau pour. Il a un tableau pour remonter. Et moi, je me disais, bon là, il va à Genève, parce que justement, sa séance s'est battue, a tellement pas joué, a tellement été mauvaise qu'il a décidé de reprendre un peu les trucs. Je me suis dit, ça va le faire. Il se fait sortir, il va même pas en finale, il va en demi. C'est vraiment pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc, est-ce qu'on mise sur Djokovic? Alors, ne pas miser sur Djokovic, évidemment, ce serait toujours une erreur, hein, de toute façon. N'enterrez jamais ni Djokovic ni Nadal. On l'a toujours dit, même si moi je viens de le faire sur Nadal, mais je suis désolé, j'ai vu ces matchs et à un moment donné, il faut le dire. Mais Djokovic, lui, il a le temps de monter en pression. Donc, je pense que son début de tournoi, normalement, ça devrait le faire. Est-ce que ça va caler à un moment? C'est possible. Ce serait pas une catastrophe. S'il fait une demi-finale à Roland, c'est pas non plus une catastrophe. Surtout qu'on sait très bien qu'il y a un Wimbledon derrière et qu'il va forcément gagner, très probablement, hein, et que les Jeux Olympiques sont la priorité. Mais dans un tournoi où il y a très peu de favoris, il devrait l'être de façon absolue. Et au final, ça l'est pas totalement. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, en tout cas, je ne mettrai pas mon PEL sur Novak Djokovic. On va continuer. Ensuite, on a tout ce qui était... attendez, je cherche, pardon, excusez-moi. Stefanos Tsitsipas. D'accord? Tête de série numéro 9. Pourquoi j'en parle tout de suite, alors que je pourrais parler d'autres joueurs, notamment un autre dont on va parler juste après. Mais Stefanos, qui est un joueur qui est très inconstant. Très inconstant. Mais il se retrouve dans une partie de tableau que j'ai trouvé très intéressante, puisqu'il va se retrouver dans la partie de tableau avec Rublev notamment. Et je pense que c'est une partie de tableau qui, celui qui va sortir de ce bordel-là,
de Roublev-Tsitsipas, là, ça peut aller loin cette affaire. Parce qu'après, on peut avoir des choses assez sympas. Notamment, ils vont se retrouver avec du Kachanov, ils peuvent se retrouver avec... Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment dans cette partie de tableau. Est-ce que Tsitsipas fait partie des favoris? J'en sais rien, ce qui est très inconstant cette année. Mais en même temps, moi je sais qu'il a des immenses qualités. Des immenses qualités. Et est-ce que c'est pas le moment? C'est pas le moment pour un Tsitsipas de gagner Roland Garros. Il a jamais été en possession de le gagner. Alors pour ceux qui suivent un peu la presse people, il est retourné avec sa copine qui s'est séparée là. Bon, ça lui avait plutôt été bénéfique qu'ils soient séparés parce que quand il était avec elle, il faisait n'importe quoi. Là, ils viennent de retomber ensemble. Donc peut-être que ça le discrédite automatiquement. Je n'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, Stefanos, est-ce qu'on peut miser dessus? Peut-être pas. Et moi, je miserais pas, je l'exclurais pas totalement. Que ce soit vraiment une assez grosse surprise parce qu'on ne l'imaginait pas du tout, Stefanos, surtout après la saison minable qu'il nous a fait l'année dernière. Minable, elle était catastrophique sa saison. Pourtant, elle démarrait incroyablement bien. Je rappelle qu'il fait une finale à l'Open d'Australie, on se dit waouh, ça va être une dinguerie. Et puis en fait, derrière, il était même plus, pour moi, il était même plus joueur de tennis. Après, plus ça a duré. C'est une catastrophe. Donc là, il y a peut-être moyen, dans ces configurations, avec un tableau qui est tout à fait accessible, peut-être d'aller plus loin. Et puis après, tu sors... Alors, il est dans la partie de tableau de mémoire, je vérifie. Mais oui, c'est ça. Non, il n'est pas dans la partie de tableau... Enfin, il est ici dans la partie de tableau de Nadal, évidemment. Mais il est plutôt dans la partie de tableau entre... avec Kachanov, par exemple. Bon, pourquoi pas. Mais je pense qu'en tout cas... Roublev, on verra. Et ça peut être intéressant. Parce que Roublev, il y a des gens qui misent dessus. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Alors, je sais, Roublev a jamais... En plus, Roublev a jamais passé un quart de finale, je crois, en Grand Chelem. Mais bon, il vient de gagner un tournoi juste avant et tout. Bon, ok, pourquoi pas, mais moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Ce serait une super surprise, mais je pense que Tsitsipas peut faire quelque chose. Bon. Et Félix Auger-Aliassime, qui fait partie des joueurs dont on parlait avec un grand destin, etc. Il est pas bien en ce moment, ça va pas non plus. Vous allez me dire, mais qui va bien dans ce tournoi en ce moment? Eh ben, vous avez Hurkacz. Hurkacz, c'est pas mal. Hurkacz, c'est pas mal. Mais bon, pas gagner Hurkacz. Il y aura forcément quelqu'un qui va venir le chercher. Je me suis dit, tiens, dans sa partie de tableau, je vais aller regarder, je vais voir un peu ce qu'il y a. C'est pas une partie de tableau si extraordinaire. Peut-être Hurkacz, il peut tirer son épingle du jeu et puis aller un peu loin. Et puis bon, il y a du Tiafoe, ok, bon. Un Tabilo, bon, qui n'est pas non plus si exceptionnel que ça. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Un Dimitrov, normalement, Hurkacz doit pouvoir passer Dimitrov. Bref, il y a un scénario où Hurkacz va très loin. Et il a son service, et c'est une grande arme et une vraie qualité, et ça peut fonctionner, surtout que Hurkacz a vraiment des qualités pour pouvoir gêner n'importe quel joueur, je pense, sur le circuit sur terre battue. Et puis, on se retrouve avec Carlos Alcaraz, évidemment. Alors, celui dont on n'a pas parlé, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, joueur qui a un problème au bras. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Depuis, terreau sur terre battue, dont on n'a rien vu. On peut pas dire qu'il est pas bon. On n'a rien vu. Donc on peut pas s'exprimer. Ok? Son corps est en train de lâcher très tôt. Il y a des gens qui le condamnent tout de suite, en disant il fera pas carrière. Pour l'instant, c'est des blessures qui sont ce qu'on appelle des petites blessures. Il n'a pas eu encore les grosses blessures qui l'emmènent sur le bistouri, etc. Donc, attention à ce genre de propos. Voilà. Je pense que Carlos Alcaraz devrait s'entourer des gens qui entouraient Novak Djokovic et qui l'ont complètement transformé. Mais, de mon point de vue, et évidemment ce n'est que de mon point de vue, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, ce sont des gens qui, ça y est, ils ont gagné des grands chelems, ils sont vraiment bien positionnés, etc. Ils ont cette expérience du tournoi en grand chelem, de gagner ces grands chelems, c'est forcément, ça leur donne une expérience supplémentaire. Et il y en a un autre qui a ça. C'est Sinner. Et Sinner et Alcaraz sont certainement les deux outsiders, les deux favoris pour moi de ce tournoi. Pourquoi? Parce que pour moi, Carlos Alcaraz il aurait dû gagner l'année dernière. Il n'a pas gagné parce qu'il a crampé. Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu à cause de son niveau. Il fait un premier set, ça passe pas, Djokovic prend le dessus, etc. Et le deuxième set, c'est lui qui le remporte. Et pour moi, il allait gagner. Et puis là, après, il n'y a plus match après. C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il n'y a plus match. Il n'y a plus match. Et il le tenait, Djokovic. Djokovic était bouilli, il le tenait. Donc Carlos Alcaraz, il peut le faire. Alors ça va dépendre de son corps. Si on voit que Carlos Alcaraz est pas bon, et pas à 100%, etc., il peut se faire sortir très vite. Et là, ça va ouvrir, mais sa partie de tableau, vous imaginez même pas. N'importe qui peut sortir de sa partie de tableau s'il
s'il n'y a pas Alcaraz. Et puis, il y a Sinner. Et Sinner, vainqueur à l'Open d'Australie, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est le meilleur joueur du monde. Alors, pas forcément sur terre battue, mais factuellement c'est le meilleur joueur du monde. Il est exceptionnel, moi je le trouve excellent. Et le voir gagner Roland Garros serait fabuleux. Parce que gagner l'Open d'Australie, bravo monsieur. En éminent Djokovic, etc. Bravo monsieur. Mais alors gagner Roland Garros, ça paraît improbable. Improbable. Improbable n'est pas Sinner. Donc je pense que Sinner est tout à fait capable d'aller chercher un Roland Garros. Par rapport à sa forme du moment. Est-ce que c'est pas... Alors, il a eu un problème à la hanche. Attention, parce qu'Andy Murray, ça l'a flingué. Il a dit, je ne jouerai pas Roland Garros si je ne suis pas à 100%. Bon, il est à Roland. Donc, il doit se considérer comme à 100%. Parce qu'attention, on commençait à entendre qu'il allait peut-être hypothéquer la suite de sa carrière s'il continue à faire des conneries. Donc, à voir. Mais il va le faire. Il va le faire. Il va y aller. Ça veut dire qu'il doit être à 100%. Et je pense qu'il peut gagner. Vraiment, je pense que c'est la meilleure pièce que vous pouvez faire. Sinner doit certainement gagner. Mais moi, j'exclus pas Alcaraz, qui doit le faire. Pour une raison, c'est qu'Alcaraz, je pense que c'est celui qui devrait gagner Roland Garros. Même si c'est pas son tournoi qui lui réussit le mieux, paradoxalement, parce que probablement qu'il y a un peu la chape de plomb du côté espagnol, etc. Voilà, il y a Nadal et tout. Mais je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire, là c'est bon. L'année dernière, il a crampé, etc. Ça se reproduira pas cette année. Hein. Alors, c'est sûr, il faut que son corps tienne. Mais si son corps est bien, il a fait des interviews pour dire que ça allait. Il faut se méfier. Hein. C'est tout à fait possible. Il reste un dernier dont on n'a pas parlé. Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, évidemment. Alors Daniil Medvedev, pour information, c'est le sparring partner de Nadal sur le central là en ce moment. Il s'amuse. Franchement, à ce qui paraît, ça y va. J'y suis pas, mais en tout cas, tous ceux qui montrent des trucs, etc. et qui en parlent te disent, c'est des cogneurs tous les deux. Bon, Daniil Medvedev, il a jamais aimé la terre battue. Ça n'a jamais été son truc. Et l'année dernière, pour des raisons un peu qu'on ne comprenait pas totalement, il était arrivé avec une victoire, etc. Là, Daniil Medvedev fait une saison très correcte. Mais très très correcte. Il gagne beaucoup de choses. Des fois, ça coince en finale uniquement. Mais jusque-là, ça va très bien. Il a un peu débloqué mentalement sur terre battue. Il a débloqué, ça y est. Parce qu'avant, il détestait ça. Et maintenant, il a un peu mis de l'eau dans son vin. Il se dit que c'est pas si mal. Donc, est-ce que Daniil Medvedev peut le faire? Daniil Medvedev, s'il y a bien un joueur auquel je crois, en tout cas pour des questions de est-ce qu'il peut y arriver sur un tournoi du Grand Chelem, je pense que lui, oui, il peut y arriver. Et on l'a vu contre Sinner à l'Open d'Australie, il avait plus le jus. Et en fait, je pense que le tournoi de Daniil Medvedev, ce qui va compter beaucoup, c'est sa capacité à réussir à écourter, à pas faire des 4-7, 5-7 dans des trucs qui n'en ont pas besoin. Il doit gagner en 3-7 gagnants, il doit réussir à gagner en 3-7, il doit réussir plus souvent à faire ça. C'est pour ça que je vous expliquais que Nadal, par exemple, qui va tomber contre Zverev, mais qui aurait pu tomber contre Hurkacz, il a beaucoup de points gratuits qui vont tomber contre lui. Avec Daniil Medvedev, c'est moins le cas. Donc peut-être que Daniil Medvedev d'ailleurs aurait été un bon choix pour Nadal, franchement il aurait chopé Medvedev, à mon avis ça aurait été pas mal. Ou un Rune, ou un Rude, etc. Mais parce que c'est des gens qui s'offrent pas des points gratuits. Et il va falloir qu'il apprenne à faire ça, Medvedev. Parce que je pense que le jour où il fait ça, ça va être un tueur. Ça va être un tueur, genre il faut qu'il se prenne quelqu'un qui s'occupe de son service. Le jour où ça va être fait, il gagnera les 4 tournois du Grand Chelem tous les ans pendant, alors j'exagère, mais franchement, il peut le faire. C'est juste que là, c'est pas encore au point et il n'a pas progressé cette année sur ce point. Donc je pense que ça va coincer quand même à un moment. Mais je pense que ça risque de coincer plutôt presque physiquement parce qu'il perd trop d'énergie en fait. Il gaspille Daniil Medvedev. Donc voilà, ça suffira pas je pense pour gagner. Je n'y crois pas, mais peut-être que dans un scénario où justement tout se passe bien, il passe les tours facilement, il gagne en 3-7, 3-7, 3-7, il va vite. Est-ce que c'est pas celui qui est le plus en forme? C'est celui qui n'est pas blessé, qui se sent bien. Par rapport aux autres, ou Sinner on a des doutes, Djokovic on sait pas, Nadal on sait pas, Alcaraz on sait pas, personne Sinner on sait pas, personne ne sait. Lui, c'est peut-être le seul justement, on peut se dire, avec Tsitsipas, on peut se dire, eux les deux là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Peut-être que c'est son moment. Ça serait incroyable, parce que Daniil Medvedev gagner Roland Garros alors qu'il déteste être abattu, ça serait fou. Mais, c'est pas impossible. Bref, alors évidemment, on pourrait parler des Français. Alors les Français, bon, Gaël Monfils, ça sera certainement sa dernière année. Richard, probablement aussi, hein, ils iront pas beaucoup plus loin. Donc ça, il faut en profiter.
bon, les tirages n'ont pas été sympathiques avec eux. La plupart du temps, ils vont vite tomber sur un gros. Donc ça risque de coincer assez vite. Petite recommandation pour ma part, demain soir, la première night session va opposer Stanislas Wawrinka contre Andy Murray pour probablement le dernier match de ces deux en face à face. Je pense que ça se produira peut-être plus jamais parce que là, clairement, on est au bout du bout. Hein. Là, les deux, ils sont vraiment allés jusqu'au bout du bout. Et pour ceux qui sont un peu nostalgiques, je pense que ça va être très plaisant à regarder. En tout cas, moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Il y aura Carlos Alcaraz qui va démarrer, donc très cool. Je pense que ça va nous donner beaucoup de réponses. Si on voit Carlos Alcaraz en pleine forme qui va à 200 à l'heure, etc. Là déjà on va pouvoir le remettre dans la liste. Peut-être des gens que, voilà, s'il nous fait une masterclass genre 6-1, 6-2, 6-3, si on voit qu'il galère, si on voit que ça, là déjà ça va coincer. On a hâte de voir Sinner. On a Djokovic, là, vu qu'on vient de le voir jouer il y a 2 jours, lui on sait déjà plus ou moins, donc on va voir. Nadal évidemment, on a hâte de le voir lundi. Lundi, alors il y a des rumeurs que ça serait l'après-midi, pas en night session, je sais que ça fait beaucoup parler. Moi je suis très content que ce soit l'après-midi quand même, parce que ça sera en fin d'après-midi, hein, ça sera pas avant 16h, faut pas exagérer. Je sais, il y en a beaucoup qui terminent à 17, voilà, donc peut-être que ça sera difficile. Je serai deg moi aussi, hein, moi je termine à 15h, hein, à 15h50, hein, donc ça va être dur de pouvoir arriver à l'heure, mais on va essayer. Et bon, je préfère ça plutôt qu'en night session. Night session, c'est bien, night session c'est quand même battu, c'est une surface vivante, ça marche pas pareil. Bref, on verra. C'est un tournoi qui a jamais été aussi ouvert. C'est pour ça que moi je serais pas surpris qu'un Tsitsipas sorte. Vraiment, hein, un sorte ou un Daniil Medvedev que ça sorte. Ça serait dingue. Bien sûr que ça serait dingue. Évidemment que ça serait dingue. Mais je vais vous dire un truc. N'éliminez jamais Novak Djokovic. Et alors il m'en reste un dont je n'ai pas parlé. C'est Alexander Zverev. Et je me suis dit, en vrai de vrai, Zverev il passe Nadal. Comme je l'imagine. Derrière, ça va lui mettre fou. C'est comme s'il avait gagné. Tu vois, t'as passé le premier tour, mais c'est comme si t'avais gagné. Donc là, il va s'imaginer, il va monter. Est-ce que c'est pas possible que ce soit Zverev qui gagne? Un peu surprenant, mais il n'a pas de grand chelem encore, et il en mérite tellement un que je pense que ça pourrait suffire. Et là, après avoir battu Nadal, il y aura un peu ce côté de j'ai battu Nadal quoi. Alors c'est plus le Nadal d'avant, oui, mais quand même. Sur le central de Roland, est-ce que ça peut pas le lancer sur la stratosphère? Et donc si je vais faire mon petit top 3 comme ça, je dirais un peu par surprise peut-être un Alcaraz en numéro 1 s'il est en pleine forme. Alcaraz en numéro 1, pour moi je le vois gagner. Numéro 1, s'il est en pleine forme. Ensuite j'imagine potentiellement un Sinner, deuxième, à la surprise générale. Mais pourquoi pas? Et puis ensuite, Zverev en troisième. Et juste derrière, pour moi juste derrière, on a vraiment en embuscade Tsitsipas et Daniil Medvedev. Et vous allez me dire, où est notre ami Novak Djokovic? Et bien Novak Djokovic, c'est que je ne sais pas du tout, j'arrive pas à me prononcer. Je vous l'ai dit, j'ai jamais vu aussi mal jouer, je l'ai jamais vu, c'est impossible. Et surtout, Novak, c'est pas un joueur qui est un hyper gros tacticien, c'est-à-dire c'est pas Nadal. Donc c'est quelqu'un qui, surtout, fait le meilleur coup, est très positionné, il a vraiment besoin que son corps soit à 100%. Je pense que s'il n'est pas dans son truc, s'il n'est pas dans son assiette, ça va pas le faire. Hein. Et parce que sinon, franchement, si vous l'avez vu jouer ces matchs, ça peut devenir un joueur quelconque. C'est terrible à dire, hein, parce que il fait même pas. Enfin, je veux dire, quand il veut balancer un match, comme ça a été le fait là, c'est vraiment ridicule. Donc attention. Il peut très bien commencer un peu au début, mais il faut vraiment qu'il s'y mette. Donc peut-être Djokovic juste derrière, un peu en embuscade, et puis Nadal, moi je le mets pas parce que pour moi il passera pas le premier tour, mais je le souhaite hein, évidemment, hein, voilà, parce que là s'il passe le premier tour, alors on en reparle lundi, hein, je pense que je vais sauter de joie, mais à mon avis ça ne se produira pas. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous allez penser de tout ça. J'ai pas parlé des filles évidemment, mais bon les filles il y a moins de suspense, donc normalement c'est Swiatek qui va gagner comme toujours, puisque bon, voilà. Moins de suspense, elle devrait gagner. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Dites-moi évidemment dans les commentaires qui vous soutenez, quels sont vos favoris, etc. Et est-ce que vous pensez que Nadal peut le faire? Est-ce que vous pensez que Nadal peut y arriver? J'ai envie de dire, il n'y a que Nadal pour faire un truc impossible. Hein. Il n'y a que Nadal pour faire un truc improbable, impensable, un truc improbable. Mais là, ça me semble... même pas impossible, faudrait inventer un autre mot, plus fort encore.
Parce qu'en fait, Nadal, il a déjà fait des trucs impossibles. Donc, faut trouver un truc, c'est genre, je sais pas moi, inimaginalement impossible. Je sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment, c'est improbable. C'est même plus là. Les probabilités sont 1 milliard contre 100, quoi. C'est juste pas possible. Et pourtant, bah, j'y croirais quand même. Hein. Je serai devant ma télé et je vous le dis tout de suite, je vais espérer jusqu'au bout et puis le voir rentrer sur le court, ça va être génial. Rien que l'entrée, j'espère que je serai chez moi pour voir ça parce que l'entrée sur le central, je ne veux pas que je l'arrête. Bref, évidemment, on fera des petits retours sur la quinzaine pendant cette semaine sur la chaîne YouTube. De toute façon, on se verra lundi. Lundi après Nadal, on se verra, on en parlera. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on y croit. Bon, on y croit pas, on sait pas. Ça va être terrible. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.